pouvoir accueillir la table ronde donc avec Ming Viet et ses intervenants. Merci. Bonjour à tous. Je vais demander aux intervenants de bien vouloir prendre place. Merci à eux d'avoir répondu présent. On a la chance d'avoir un panel quasiment représentatif de l'ensemble des secteurs qu'on analyse via ce baromètre. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir leur retour sur cet enseignement vraiment principal aujourd'hui, qui est qu'effectivement, il y a un vrai paradoxe qui s'installe, vague après vague. On s'aperçoit que cette année, le taux d'usage reste élevé sur tous les secteurs. Les secteurs émergents comme la consommation collaborative, le cloud augmentent. En revanche, on s'aperçoit que finalement, le taux de confiance sur ces secteurs-là tend à vraiment converger vers une fourchette de 30 à 60 pour donner quelque chose autour de 40%. Et même sur les usages plus traditionnels, on est plus en baisse. Donc merci à tous les intervenants. On a Alice Holzman de la Banque Postale, Cédric Dufault pardon, de Price Minister, David de Amorim de Docapost, Verena Butte-Despou de Blablacar, David Leborgne de la SNCF et puis Éric Landry de Quant. Donc ma première question, c'était finalement, on se posait la question, c'est est-ce que la confiance est-elle vraiment nécessaire pour assurer le développement économique et le développement des usages? Donc on se voit bien, les résultats sont vraiment criants. On n'a pas confiance, on met en place de plus en plus de stratégies d'évitement et pourtant on continue à utiliser. Donc on se posait la question lorsqu'on a analysé les résultats du baromètre, c'est finalement est-ce que la valeur d'usage ne l'emporte pas sur toutes les craintes? On peut peut-être commencer par les secteurs un peu traditionnels de l'e-commerce où effectivement pendant longtemps on avait peur de commander en ligne. Là aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus de problème avec les fêtes de fin d'année. Je pense que les ventes en ligne vont encore battre des records. Donc peut-être votre sentiment, est-ce que finalement vous constatez une corrélation entre la confiance et le business et le développement des usages, ou est-ce que finalement, peu importe, ils n'ont peut-être pas forcément confiance, mais ils continuent à pratiquer? Alors, on voit une corrélation directe chez Price Minister, dans la mesure où on a créé le modèle économique de Price Minister autour de la confiance. Alors, on n'a pas 5 siècles d'existence comme la Poste. En revanche, la notion de tiers de confiance, c'était une notion essentielle chez Price Minister. Price Minister, c'est une plateforme B2C et C2C, donc on a des vendeurs professionnels et des particuliers également qui vendent sur notre plateforme. Et depuis le début, on s'érige en tiers de confiance entre ces acteurs. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'intermédiation fort sur le paiement, sur le contrôle de la qualité des produits qui sont vendus, sur le règlement des litiges. Et donc depuis le début, on a créé notre modèle sur la confiance. Ça coûte cher, on a besoin d'avoir des équipes importantes pour jouer ce rôle d'intermédiation. On ne s'en lave pas du tout les mains, on pourrait mettre lors de la résolution de litige, on pourrait mettre en commun le marchand, en relation le marchand et le client en disant débrouillez-vous, c'est tel marchand qui a vendu cette marchandise. Pas du tout, on s'immisce énormément dans la relation. Ça coûte cher également en termes de gestes commerciaux. Il nous arrive souvent de rembourser un client de bonne foi sans imputer ça forcément au marchand. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. On a des équipes également qui travaillent sur la lutte contre la contrefaçon pour vérifier que les produits sont des produits de bonne qualité. Donc en l'occurrence chez Price Minister, depuis le début, notre rôle de tiers de confiance est essentiel. Et on se rend compte que c'est long à maintenir, c'est coûteux. Mais aujourd'hui, si on arrive à continuer à exister face à des mastodontes souvent étrangers, c'est parce qu'on a gardé la confiance au centre de nos préoccupations. Donc pour nous, c'est essentiel. Et on pense que c'est vraiment un calcul à moyen terme et à long terme de garder cette confiance-là au centre de nos préoccupations. Et si vous avez pu regarder justement s'il y a des gens qui viennent chez vous parce que vous proposez cette plateforme qui permet de faire l'intermédiation entre le marchand et l'acheteur, ou alors est-ce que c'est aussi une question d'offre ou alors, si vous n'avez pas l'offre, finalement on ira voir ailleurs? Alors évidemment, c'est pas suffisant. En revanche, notamment sur la partie C2C, notre concurrent numéro 1 n'est pas un site transactionnel. Notre concurrent numéro 1 sur la partie C2C,
met en commun un acheteur et un vendeur, mais la transaction et le paiement notamment se fait en direct. Aujourd'hui, mais la contrepartie, c'est que c'est gratuit. Nous, en revanche, un vendeur particulier qui vend sur notre plateforme va se voir prélever une commission. Pourquoi? Parce que c'est la contrepartie de la confiance. Si jamais il n'avait pas confiance, il n'achèterait pas chez nous. Il irait acheter sur des sites en C2C sans commission. Donc on pense que la raison première pour laquelle il vient, c'est cette confiance. Évidemment, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais largement pas suffisant. Encore faut-il l'offre, la qualité du service, etc., etc. Mais la confiance, notamment sur l'activité C2C, pour nous, est la raison d'être de Price Minister. Et si on passe par exemple à un autre usage assez traditionnel et historique qui est la banque en ligne, est-ce que c'est un vecteur important, c'est la confiance pour développer l'usage qui est déjà à un niveau très très élevé? Alors dans la banque, c'est très simple, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de service. Je pense qu'on est sur l'activité, j'ai envie de dire, qui est la plus sensible. C'est bien évidemment le contrôle de votre argent. On sait tous que c'est l'un des moteurs principaux de vie et personne ne confie son argent à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Donc je pense que c'est un prérequis à toute activité bancaire. Et ça va jouer du coup sur deux niveaux. Tout ce qui est lié à l'authentification, quand vous parlez de banque à distance ou de banque en ligne, c'est être sûr que la personne qui va effectuer un virement, qui va effectuer une opération bancaire dite engageante, est bien la personne qui détient le compte et qui est propriétaire et détenteur de l'activité. Donc ça, c'est un point essentiel sur lequel l'ensemble des banques travaillent de façon extrêmement poussée. C'est tout ce qui est lié à l'authentification forte, c'est-à-dire qu'on dépasse la logique d'identification. On ne cherche pas simplement à savoir si c'est l'identité de la personne, mais bien à authentifier une personne. Et ça se fait par la multiplication des critères d'authentification. Ça va être la biométrie plus la reconnaissance de la pièce d'identité ou un code confidentiel. C'est la multiplicité, en l'occurrence minimum 2 facteurs d'identification qui permettent cette authentification forte. Et ça, c'est absolument nécessaire. Alors, vous parliez d'un très fort usage. Oui. Maintenant, attention, ce n'est pas les chiffres que j'ai vus à l'écran tout à l'heure qui sont du déclaratif. Si vous regardez dans les banques, quel est vraiment l'usage des activités en ligne, que ce soit Internet ou sur le mobile, c'est plutôt 50 à 60% des Français qui aujourd'hui effectuent des démarches à partir de leur compte. Et puis, il y a encore un delta entre consulter son compte en ligne et effectuer un virement à partir de son compte en ligne. Donc, attention, il y a encore des nuances. Et on a tous tendance dans cette salle à croire que tout le monde est équipé d'un smartphone, que tout le monde fait des démarches à distance. Ce n'est pas le cas. Je tiens à rappeler quand même que 13% des Français ne vont jamais sur Internet, qu'à cela s'ajoutent 7 millions de Français qui disent avoir des difficultés à l'usage de l'Internet et qui, eux, du coup, n'ont pas confiance du tout. Donc, attention, on a un petit biais, c'est de considérer que l'ensemble des Français, par définition, utilisent, et puis après qu'on a des niveaux de confiance divers. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment quand même le garder en tête. Et il y a un sujet au niveau de la fracture numérique qui n'est pas simplement lié à l'accès, mais qui est lié à la capacité utilisée. Et il y a sans doute encore beaucoup de pédagogie à faire globalement par l'ensemble des acteurs du secteur. Et tout à l'heure, on parlait de valeur d'usage versus les craintes. Aujourd'hui, on a un acteur ici qui est un moteur de recherche qui vraiment se focalise sur la partie confidentialité des données. Est-ce que vous pensez que la confiance permet justement, Eric Léandri, de pouvoir gagner des parts de marché et développer l'usage parce que vous êtes vraiment, quelque part, focalisé là-dessus, sur le fait qu'effectivement, votre promesse, c'est pas exploiter les données personnelles. Oui, alors nous, on fait ça depuis le début, donc c'est le principe même de Quant, ne pas prendre vos données personnelles quand vous faites des recherches, ne rien savoir sur vous, c'est exactement ce que l'on fait. J'aimerais bien que 19% des Français utilisent un moteur de recherche qui respecte leur vie privée, parce qu'il n'y en a qu'un en fait, donc tout le reste, ce sont des métamoteurs, et encore, ça ne respecte pas vraiment la vie privée, parce que quand vous êtes sur Amazon Web Services, vos données sont collectées par Amazon, pas par DuckDuck par exemple. Donc moi, ce qui me surprend un peu dans tout ce que je lis depuis tout à l'heure, c'est évidemment la confiance grandit, évidemment la confiance est une nécessité en ligne, mais ce qui est clair quand vous regardez tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est que la croissance, c'est en ce moment, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017. Donc c'est sûr que si on part de 2009, vous avez cette impression d'avoir ce type de courbe. Si vous regardez maintenant, la croissance est plutôt ça. Un exemple très simple, vous avez dit tout à l'heure que Google, c'est 86% des gens qui disent d'utiliser, c'était 95% avant. Donc résultat, la vraie question aujourd'hui, c'est la suivante.
C'est est-ce que le fait d'avoir de plus en plus confiance dans un produit va nous permettre demain matin de choisir autre chose, d'essayer autre chose? La réponse c'est oui, à condition qu'on joue tous le jeu. Parce que c'est très facile de dire je suis pour la confiance, je veux que mes utilisateurs soient en confiance, et puis ensuite vous vantez des tablettes pour personnes âgées, et dans cette tablette vous mettez Google. Vous voyez, donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette tous à se mettre d'accord sur un point. Si c'est la confiance numérique que l'on veut pousser, poussons-la tous ensemble. Comme nous, on essaye de pousser d'autres partenaires, comme je voyais tout à l'heure des clouds de type Google Drive ou autres sur vos tests, et aujourd'hui des clouds privés. Vous avez des Cozy Clouds, vous avez d'autres produits comme ça. Ce sont des produits qui fonctionnent, qui sont basés sur la confiance. Vous avez des Price Minister qui sont basés sur la confiance. Vous avez des Blablacar qui sont basés sur la confiance. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est aux US, ils fonctionnent tous ensemble. Et ils vont pousser évidemment tous les produits qui vont leur donner toutes les données. Et nous, on fonctionne tous différemment. Et donc la confiance, c'est un tout, c'est un pack. Si on veut aller vers le RGPD, si on veut garantir cette confiance numérique, écoutez, c'est pas mal de tester les produits qui la garantissent. Après, c'est un point super intéressant ce que vous dites, parce que quelque part, on pousse des produits axés sur la confiance, mais à un moment donné, le choix il reste fait par le particulier ou l'acheteur. Hein. Et à un moment donné, finalement, ils ont conscience des éléments, mais on s'aperçoit quand même qu'ils continuent à l'utiliser. Alors ça, c'est très drôle. C'est très drôle, parce que c'est totalement faux. Je peux vous le prouver en 1 seconde, ça va vite. Sur Android, tout est bloqué, vous avez droit à Google dans tous les sens, vous ne pouvez rien faire d'autre. Maintenant qu'on a le droit d'installer quelqu'un de nouveau, c'est bizarre, Google est prêt à payer pour être réinstallé par défaut dans Android. Donc si vous êtes prêt à payer des milliards, 3 milliards chez Apple pour être le moteur de recherche par défaut, ce n'est pas parce que vous pensez que tout le monde continue à utiliser votre produit. C'est parce que vous savez que si vous dégagez, vous allez perdre 15 à 20% du marché. Vous le savez, 15 à 20% du marché, vous êtes prêt à donner 3 milliards pour y rester. Il faudrait peut-être arrêter de raconter n'importe quoi toute la journée, qui consiste à dire que c'est basé sur le fait que c'est meilleur. Non, c'est basé sur le fait qu'ils payent des fortunes pour être sûr que vous n'avez que par défaut. Donc si on commençait par les sortir quand on peut, ça nous ferait des vacances. Alors en fait, la question, c'est pas de se dire on va pousser ou pas là, c'est qu'à un moment donné, le choix du client reste entier. Aujourd'hui, Firefox est parti. Firefox n'a pas pris le même moteur. Enfin, payé jusqu'à Google 350 millions d'euros pour redevenir Google moteur par défaut. Firefox. Maintenant, on a la possibilité, si on le souhaite, de changer de moteur de recherche. Mais quelque part, allez, qui le fait je vous embête pas plus que ça, mais je vais rigoler. 51 millions de visiteurs uniques le mois dernier. Donc 51 millions de personnes l'ont fait chez nous pour aller sur Quant. C'est déjà pas mal. C'est sûr que c'est moins qu'1,5 milliard chez Google, mais c'est pas mal. Juste un point. Firefox vient de nouveau de repasser sur Google en moteur de recherche par défaut. Et savez-vous quelle était la jolie affiche qui s'est affichée toute la semaine chez les utilisateurs de Quant qui ont Firefox? Une jolie affiche qui dit « Attention, vos paramètres de recherche sont obsolètes, voulez-vous passer au nouveau Google ?» Vous en pensez quoi, vous? Alors, je ne suis pas là pour penser. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, on donne le choix à l'utilisateur. Après que les gros acteurs, les GAFA, mettent en place des politiques commerciales pour maintenir leur position, c'est une chose. Je suis pas en train de l'abus de position dominante. Voilà, je suis pas en train de légitimer ce type de comportement. Je dis simplement aujourd'hui, est-ce que la confiance suffit? Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le baromètre le montre très bien, que les utilisateurs n'ont pas spécialement confiance, et pourtant ils continuent à l'utiliser. C'est ça la question. J'ai pas de débat sur le fait qu'effectivement il faut pousser ou pas les produits, mais l'idée c'est de se dire... Sur la confiance, juste un petit point, un dernier point de détail. Même quand vous parlez à des gens qui pensent connaître bien Internet, vous leur dites la chose suivante. Vous leur dites, je suis un moteur de recherche sécurisé qui ne conserve pas les données. La réponse va être, ah oui, c'est ce que dit aussi votre concurrent, parce qu'il est en HTTPS. Vous voyez? Donc, en fait, le problème, c'est que tout est mélangé. C'est-à-dire que si quelqu'un est en HTTPS, c'est-à-dire que la connexion entre vous et le serveur est sécurisée, ça devient, donc, c'est protégé. Non, ce n'est pas protégé. Vos données transitent via un système sécurisé
et vont être utilisés ailleurs. Mais c'est le flou qui est aujourd'hui autour de la confiance. Nous avons, vous savez, la FNTC, je connais très bien, la Fédération nationale des tiers de confiance. Le problème que l'on a en Europe, le vrai problème, le seul problème, c'est qu'on est mauvais en marketing. On est très mauvais en marketing. Vous regardez tous les jolis mots qu'on a mis à l'écran, la FNTC, l'identité numérique personnelle, tout ça, nos amis américains, dès qu'ils vont arriver sur ce marché-là, je peux vous dire qu'ils vont trouver des jolis mots, comme le cloud, vous savez, l'ordinateur d'un autre, le truc qui est dans les nuages. Quand c'est devenu le cloud, ça a intéressé tout le monde. Quand c'était autre chose, le AAS, les hardware as a service, le SaaS, les software as a service et compagnie, ça n'intéressait pas grand monde à part les spécialistes. Donc je peux vous dire que le jour où on change de marketing, le jour où la Poste montre la différence entre un coffre-fort, on appelle ça un coffre-fort sécurisé pour montrer la différence avec le produit à côté. Mais si on l'appelait comme le produit à côté, tout le monde irait vers le coffre-fort sécurisé. C'est 10 fois plus sécurisé. Et ça respecte vos données personnelles. Donc pourquoi est-ce que ça doit avoir un nom différent, être compliqué à marketer et difficile à vendre ? Moi, je crois qu'il faudrait qu'on soit un peu plus simple, plus rapide. Ça serait efficace. Alors, on a compris avec Éric Léandri qu'il reste encore beaucoup de pédagogie à faire au niveau des particuliers. Ça, c'est certain, mais également sans doute au niveau des annonceurs. En termes de pédagogie, justement, je me tourne maintenant vers Blablacar. Vous avez mis en place, vraiment, vous avez axé votre service sur la partie confiance. Est-ce que vous également, vous voyez, je pense que c'est évident, mais vous pouvez peut-être nous le confirmer, une vraie corrélation entre la partie confiance et la partie business. Vous avez en plus lancé une étude, vous avez même renouvelé une étude autour de toute la confiance qui s'appelle Trustman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, sur le covoiturage, c'est quand même faire le contraire de ce que nos parents nous ont dit quand on était petites, pas rentrer dans la voiture d'un étranger. Donc on a, si vous voulez, une grosse éducation au début quand on lance ce nouvel usage à faire. Et cette éducation, cette création de confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas, elle a nécessité la création d'outils digitaux de confiance. Alors maintenant, Blablacar a 10 ans, donc ces choses se semblent peut-être moins nouvelles aujourd'hui. Elles l'étaient à l'époque, mais toutes les thématiques d'un profil de confiance en ligne, avec des évaluations, avec la déclaration de son identité, avec la connexion aux autres réseaux sociaux, donc qui montrent qu'on a aussi une identité digitale. L'accumulation de ces informations font qu'on peut se retrouver virtuellement en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, mais télécharger suffisamment d'informations sur cette personne finalement en regardant son profil pour avoir l'impression d'avoir assez d'informations pour se faire confiance. Ce qui est assez magique avec ça, c'est que ça décuple, si vous voulez, le réseau de confiance qu'on peut avoir par rapport au réseau physique avant, où finalement on faisait confiance qu'à quelques personnes qu'on connaissait ou des amis d'amis. Là, et c'est la réalité sur toutes les plateformes collaboratives, c'est que c'est d'ailleurs probablement ce qui explique leur succès. C'est tout à coup l'échelle absolument inédite de personnes avec qui on peut à présent échanger, puisqu'il n'y a plus cette barrière historique, ancestrale, qui était le manque de confiance quand on ne se connaît pas. Et cette révolution, elle est donc le résultat un peu sous c'est une innovation à la fois technologique, mais sociétale aussi, que de se demander quels sont ces outils qui vont débloquer la confiance à grande échelle. Et c'est à travers ça qu'effectivement, on a pu du coup développer le covoiturage à grande échelle aussi. Et aujourd'hui, il y a 12 millions on a 12 millions de membres en France, on a 60 millions de membres dans le monde, donc on est sur un usage qui devient à grande échelle. Maintenant, il y a aussi la confiance, si vous voulez, entre les membres. Et ça, effectivement, on a fait 2 études, une en 2012 et puis une en 2016. Celle de 2016, elle a inclus 18 000 membres. On a fait un sondage sur 18 000 membres dans 11 pays. Et on a trouvé qu'il y avait un très haut niveau de confiance. C'était pour comprendre le niveau de confiance entre les utilisateurs et ce qu'ils créaient. Et il y a 88% des membres Blablacar qui accordent un haut niveau de confiance à un membre qui a un profil complet, donc toutes ces informations déclarées. Pour vous donner un comparatif, c'était quasiment autant qu'à des amis. Et le chiffre en dessous, par exemple, les collègues, c'était 58%. Donc 30 points de moins. Des collègues qu'on voit tous les jours reçoivent un haut niveau de confiance que pour 58% des gens, alors qu'un membre Blablacar, qu'on n'a pas encore rencontré, c'était 88%. Donc on est sur un niveau de confiance créé en ligne, à nouveau qui s'applique à l'économie collaborative en général. Je pense que c'est pour ça qu'on voyait aussi dans votre baromètre que l'économie collaborative bénéficie d'un niveau de confiance plus élevé. Je pense qu'elle est, un peu comme vous le disiez avec Price Minister,
la confiance est tellement inhérente au fait que le service puisse fonctionner, que le service puisse être délivré, qu'elle est assez authentique finalement dans la création du produit. Et du coup, elle est perçue comme telle, je pense, par les utilisateurs. On s'aperçoit d'ailleurs qu'en termes de niveau de confiance, vous êtes carrément au même niveau que le commerce classique, l'e-commerce classique. On est à 55 et 56%. Donc c'est vraiment très proche, avec pourtant des usages, qui sont en train de décoller, qui sont relativement nouveaux. Je rajouterais juste une chose aussi, c'est qu'il y a un moment où, quand on a fait le choix de notre modèle économique, on a dû faire un choix, et là c'est peut-être le lien avec l'aspect plus business, faire un choix qui était intègre aussi par rapport à cela. Il y a un moment où, avant d'évoluer sur un site aussi à grande échelle et sur le fait de pouvoir prendre une commission sur ce que le passager paye au conducteur, on a imaginé 6 ou 7 différents modèles économiques, puisqu'on inventait quelque chose de nouveau, la solution n'était pas évidente. Et il a été très clair que jamais on ne vendrait les données des utilisateurs à des fins commerciales, ce qui aurait pu être finalement une façon facile, ou de faire de la publicité sur le site. Jamais on a considéré cette option, puisqu'on était en train d'essayer de créer de la confiance avec nos membres. Et donc, pour être intègre dans cette création de confiance, on ne pouvait pas, finalement, faire ce choix-là, qui aurait été à l'encontre de ce que nous étions en train d'essayer de créer. Donc, il y a vraiment eu, si vous voulez, une démarche aussi complète autour de la réflexion de comment est-ce qu'on interagit avec nos membres. Concernant justement la SNCF, on parlait tout à l'heure de, finalement, est-ce que la confiance est un levier qui vous permet de développer l'usage ou pas, en sachant que quand même, lorsqu'on veut prendre le train, aujourd'hui on a le choix, mais pas tant que ça pour pouvoir voyager, quoi. On peut prendre d'autres types de moyens de locomotion. Mais je crois que ma voisine quand on veut prendre le train, j'ai pas dit qu'on veut se déplacer, hein. Sinon, je vais m'en prendre plein la gueule aujourd'hui. Hein. Bon, alors, en tout cas, merci de me donner la parole. Donc aujourd'hui, SNCF, pardon, mais aujourd'hui, la SNCF a une émotion très forte suite à l'actualité de jeudi dernier. Donc avant d'intervenir, je voudrais apporter et partager toute ma tristesse et ma compassion pour les victimes, les familles, les proches et tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la catastrophe malheureuse de la semaine dernière. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais quand même répondre à votre question, mais c'était important de le souligner parce que c'est le genre d'événement qu'on ne souhaite pas vivre à aucune entreprise. Et je pense qu'il y a un élément de confiance à travers tout ça. Pour nous, effectivement, vous pourriez penser que vous n'avez pas le choix, mais depuis que l'arrivée du smartphone est arrivée, le nombre d'applications les plus téléchargées sur les smartphones sont les applications de mobilité. Donc la concurrence n'a jamais été aussi féroce et elle s'accentue. Alors quand on a la chance d'être comme La Poste, être reconnu par les Français comme une entreprise utile, ça veut dire qu'on a une marque de confiance qui est élevée de la part des Français, eh bien nous profitons aujourd'hui de cette marque de confiance pour accélérer. Et accélérer, ça veut dire personnaliser nos offres. On a le souhait d'apporter un agent de toutes les mobilités qui va permettre à un voyageur urbain, périurbain et rural de pouvoir aller du point A vers le point B avec une solution de mobilité durable. Parce qu'avec ma voisine, on a un ennemi commun qui a l'autosolisme, l'usage de la voiture individuelle qui est aujourd'hui, si on veut être un peu prendre attention à notre planète, il est nécessaire de changer. Et je pense que la SNCF est une réponse de mobilité durable par rapport à cela. On se doit aussi, bien sûr, d'être transparent. Et un exemple, nous sommes passés de voyagesncf.com que vous connaissez tous à oui.sncf. La transparence, c'est proposer à nos clients qui souhaitent aller d'un point A vers un point B tel jour, telle heure, d'indiquer un prix et d'apporter une réponse et de notifier le jour J, dès l'instant que le prix est disponible, de notifier la personne que ce service sera là. Et puis, bien entendu, et là j'espère que le GDPR va nous aider. Je pense que si on parle un peu de marketing, pour avoir travaillé juste avant la SNCF chez Google, je suis d'accord avec vous, le marketing est extrêmement puissant côté américain et ils sont focalisés sur l'usage. Je pense que plutôt de les combattre, à nous d'en tirer parti, de tirer des bonnes idées de cela et de nous focaliser sur l'expérience client. Et par contre, effectivement, il y a quand même aujourd'hui des usages qui sont un peu malveillants de la part de plateformes qui arrivent en pagaille. J'espère que le GDPR, pour nous, sera l'occasion de regagner la marque de confiance parce que La Poste, Blablacar, SNCF, tous mes voisins, ici, nous avons l'occasion de montrer que nous savons répondre à des usages et en plus reconnus comme tiers de confiance.
on a pas mal brossé tout ce qui est cas d'usage entre les particuliers. Finalement, qu'est-ce qui se passe en B2B, B2B2C, puisque de Capos, vous opérez sur le B? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance de fond autour de cette espèce de dilemme. On veut plus d'usage, mais aussi on veut finalement plus de confiance. Ce qu'on voit, c'est que l'usage est devant, donc c'est à la confiance de rattraper son temps de retard en termes de simplicité. On voit qu'il y a des secteurs où ça marche plutôt bien. On travaille beaucoup avec les banques assurances, par exemple, sur tout ce qui est relations clients. Alice l'a souligné tout à l'heure dans le monde bancaire. On voit que finalement, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire on peut à la fois avoir de l'usage et de la confiance. J'ai vu des niveaux d'usage très élevés dans la banque et il y a des contraintes réglementaires, des contraintes de sécurité qui sont énormes. On en parlait tout à l'heure avec Alice avant de démarrer la conférence. Si je veux lancer une start-up dans le monde bancaire, il me faut déjà 5 personnes qui vont contrôler alors que je n'ai même pas encore recruté qui que ce soit dans l'entreprise. Donc on est vraiment dans des niveaux de confiance très élevés. Il existe des solutions pour faciliter, accélérer, rendre accessible à large échelle ce type de solutions qui permettent d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc là, nous, finalement, on fournit des solutions pour le groupe La Poste dans le domaine de la confiance, où c'est très important, mais plus globalement vers le marché. On voit qu'il y a une accélération de la demande aujourd'hui qui est très bien illustrée par ce qu'on a vu dans les résultats de cet observatoire. Je vais prendre quelques exemples. Prenons le cas de Digipost. On a un coffre-fort qui, effectivement, était avant dans la cave. C'est-à-dire un coffre-fort, vous savez, il fallait souvent descendre avec des clés au sous-sol pour aller chercher les bijoux ou le document, on remontait, et ça c'était compliqué. Donc on a créé des assistants, des outils très simples maintenant qui permettent de combiner à la fois la sécurité et l'usage au travers de Digipost. Donc on fait des progrès, on améliore tous ces services. Je prends un deuxième exemple, on a lancé une application qui s'appelle le Hub numérique. Le Hub numérique, c'est une application pour piloter ces IoT. On l'a vu, il y a un développement continu des usages autour de l'IoT. Pour autant, on n'a pas toujours confiance. Pourquoi ? Parce que pour la plupart des gens, les données, en fait, elles sont dans le cloud. Mais le cloud, pour la plupart des gens, c'est surtout le brouillard, c'est the fog, en fait. Et donc, nous, ce qu'on amène, c'est des solutions qui permettent de faire de l'empowerment du C. L'empowerment du C, c'est dire, vous, en tant qu'individu, vous allez avoir des solutions techniques simples qui vont vous permettre de récupérer les données qui sont dans le brouillard pour les remettre dans un espace qui vous appartient à vous. Voilà, je vois qu'on a des choses en commun, en fait, en termes de combat. Et un dernier exemple dans le domaine de la santé, où là on voit beaucoup d'évolutions très fortes, c'est un enjeu sociétal énorme, où il y a beaucoup de technologies, mais finalement on voit que c'est un marché qui se développe très difficilement dans le numérique, typiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette question de la donnée qui est centrale en termes de confiance, encore plus que dans d'autres domaines, c'est valable aussi dans l'administration, mais ça fait partie vraiment des sujets, on a une attente qui est très forte. Mais pour autant, comment est-ce qu'une mutuelle peut développer un service vers un particulier pour lui permettre de développer finalement des solutions pour qu'il prenne en main sa santé, qu'il devienne acteur de sa santé? On voit qu'il y a des besoins, des enjeux très forts sur le sujet. Et finalement, nous, ce qu'on amène, c'est une relation de tiers de confiance numérique. De plus en plus, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs, on vient réassurer cette relation. Je m'explique. Si j'ai un doute sur le fait que ma donnée, lorsque je sors de l'hôpital, elle peut être partagée avec mon employeur ou avec ma mutuelle, je ne vais pas utiliser une application. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que j'ai une certitude très forte autour de la confiance sur ce que je vais faire, sur ce que va devenir cette donnée. Alors c'est très encadré réglementairement. On amène nous des solutions qui sont très cohérentes avec ce cadre réglementaire et qui anticipent complètement la RGPD et qui sont des solutions très concrètes pour finalement permettre d'avoir le beurre, une confiance très forte dans la donnée et l'argent du beurre, développer des services à valeur ajoutée. Donc je pense que ce combat n'est pas derrière nous, je pense qu'en fait il est devant nous et on a maintenant des outils qui sont vraiment adaptés. Charge à nous, effectivement, de développer des services qui vont intégrer cette dimension d'usage, remettre l'utilisateur au centre, même si on est dans une relation B2B2C, et donc si on fournit des solutions technologiques vers le B, les grandes entreprises qui réalisent ces services, que ce soit une banque, dans la santé pour une mutuelle ou pour les collectivités, par exemple,
proposer des services qui n'imposent pas d'avoir à faire un renoncement entre sécurité et usage, bien au contraire. Et par rapport au sujet de la fracture numérique qu'on évoquait tout à l'heure, il y a de plus des tendances de fond qui sont en train d'émerger et qui vont peut-être amener des solutions pour aussi adresser les gens qui ont eu du mal à utiliser les tablettes, les smartphones, qui sont plus nombreuses que celles qui arrivent à utiliser le PC ou le portable, mais on voit qu'on n'atteint pas les 100%, ce qu'évoquait Alice tout à l'heure. Et là, effectivement, les agents conversationnels, les chatbots, etc., vont probablement avoir un rôle à jouer. Effectivement, c'est plutôt les GAFA qui ont lancé la dynamique. Charge-nous aussi de rattraper ce retard et de proposer des solutions qui vont permettre ces intégrations. Typiquement, nous, nos solutions technologiques, et là, grâce à Eric Alix d'ailleurs, vont intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle, parce qu'on a développé des grosses compétences dans ce domaine, pour demain installer des chatbots, avoir aussi des agents conversationnels, etc., etc. Finalement, on doit arriver absolument à combiner usage et confiance, parce que sinon, c'est toujours l'usage qui va primer, et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à apporter des solutions vers le marché combinées, que ça soit en C ou en B2B, 2C. En tout cas, nous sommes un des acteurs, et vous voyez, autour de la table, on est de plus en plus nombreux à avoir cette ambition, à rentrer dans cette démarche, donc il n'y a aucune raison que ça ne survienne pas non plus en France et en Europe. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs catégories de clients, d'utilisateurs, où certains sont un peu plus au fait des choses et qui sont plus en demande que d'autres, pour lesquels certains ils se disent, bon ben voilà, si on me pose la question, je vais prendre conscience des éléments. Typiquement, on a vu tout à l'heure sur la partie objet connecté, on s'aperçoit que beaucoup de gens jusqu'à présent ne savaient pas où était stocké leurs données. Lorsqu'on leur posait la question finalement, est-ce que ça vous dérange que ça soit dans le cloud, ils nous répondent oui en majorité, mais finalement ils ne se posent pas la question au quotidien et du coup ils achètent le produit. Est-ce qu'il y a des différences de comportement? Vous avez, Alice, dit que vous alliez lancer une nouvelle banque typiquement mobile. Est-ce qu'il y a des différences de comportement entre les gens qui vont être pure mobile et une clientèle de banque plus traditionnelle, et de façon globale, est-ce que vous voyez des différences de typologie de personnes en termes de demande vis-à-vis de la confiance? Alors, il y a au moins deux grandes différences. C'est sûr qu'il y a quand même un sujet générationnel, ça c'est indéniable. Alors, c'est pas pour ça que les plus de 50 ans ne vont pas du tout utiliser ces services, et je pense qu'on en est tous témoins, ils sont de plus en plus utilisateurs, voire utilisateurs intensifs, mais ce qui est certain, c'est que pour un usage 100% mobile ou 100% digital, typiquement pour une banque, il y a quand même une fracture autour de 35-40 ans. En dessous de 35-40 ans, vous avez cette envie d'avoir finalement votre banque dans votre poche. Au-dessus, c'est plus délicat. Après, ça c'est l'un des premiers points. Le deuxième, c'est quand même que ça dépend aussi du type d'action, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la banque transactionnelle, donc gérer mon argent, faire un virement, payer, tout ça, il est maintenant communément admis que le digital est une solution qui vous facilite la vie. En revanche, vous voulez un emprunt immobilier, vous voulez parler de votre succession, vous voulez parler de l'avenir de vos enfants. Là, vous avez envie d'avoir un conseiller, un humain en face de vous. Pour au moins deux raisons. Il y a ce dialogue, cette confiance quand même qui s'installe entre deux humains et qui aujourd'hui n'est pas du même niveau que la confiance qui s'installe entre un chatbot typiquement et un humain, ou une machine et un humain. Et ça, c'est très important. Et la deuxième chose, et ça existe même chez les jeunes, et c'est assez amusant de le constater, c'est les jeunes vous disent, mon conseiller quand même, il va comprendre mon problème, il aura de la compassion. Donc au-delà de l'efficacité, au-delà de la capacité à trouver des solutions, il va y avoir cette relation qui dépasse, à mon sens, le seuil de la confiance, mais qui est cette connivence que vous pouvez avoir entre deux humains. Voilà. Après, vrai, pas vrai, est-ce que le conseiller va vraiment avoir plus de compassion pour le jeune qui a un problème avec sa banque? À voir, mais en tout cas, ça reste une des attentes latentes. Je voudrais revenir après sur la confiance, c'est ce que je suis prêt à faire, et cette espèce de paradoxe usage-confiance, parce qu'on le dit tous là, la confiance, c'est un prérequis quand même à un certain nombre d'usages. Et pourtant, on le constate, vous évoquiez Google, on constate que les Français utilisent massivement des outils dans lesquels ils savent que leur confiance ne peut pas être totale. Et il y a quand même cette espèce d'arbitrage, de trade-off entre le bénéfice que j'en retire et ma confiance. Et tout à coup, dans ce trade-off, de temps en temps, si le bénéfice que j'en retire, je considère qu'il est plus important parce que c'est immédiat, parce que c'est le truc dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, finalement, je mets un peu ma confiance sous le tapis. Franchement, il y a quand même encore de ça.
Alors, bien évidemment, des gros bugs ou des gros sujets tels que celui que vous évoquiez tout à l'heure sur des données personnelles qui, tout à coup, sont piratées, ça amène les gens à réfléchir. Et un certain nombre de ces grands accidents, je pense, amènent progressivement les Français à se poser plus de questions. Mais il faut quand même avoir en tête que le trade-off ou l'arbitrage, plus j'en tire de bénéfices, plus je suis capable de considérer que finalement, c'est pas si grave si je ne sais pas exactement ce qu'on fait de mes données personnelles. Je ne parle pas, bien évidemment, du piratage de données qui toucherait justement à votre argent ou à des sujets plus sensibles. Quelqu'un d'autre peut réagir sur la typologie différente de comportement ou d'attente vis-à-vis de justement la gestion de ces données personnelles? Oui, alors déjà, on voit vraiment des différences par pays. Nous, par exemple, on voit que les Allemands sont extrêmement sensibles au sujet. Et c'est peut-être le pays, on est dans une vingtaine de pays maintenant, et c'est là où nos utilisateurs nous en parlent le plus et nous posent le plus de questions et nous demandent d'effacer leurs données, etc. Après, je voulais rebondir aussi sur ce paradoxe entre utilité et confiance. Je pense qu'il y a parfois... Bon, quand l'utilité est telle que les innovations technologiques qu'on a pu voir sur cette dernière décennie qui changent, qui révolutionnent nos modes de vie avec des gains de productivité, absolument fou, j'ai l'impression effectivement qu'il y a une espèce de confiance inhérente que les choses vont bien se passer à peu près et que les utilisateurs n'essaient pas de voir plus loin jusqu'au jour où ça va faire mal, et là tout ce qui a été construit tombera, et on sait que quand la confiance est perdue, c'est très difficile à reconstruire. Donc il y a peut-être un délai aussi en fait, un bénéfice du doute qui est donné à ces entreprises jusqu'à ce que finalement les utilisateurs soient très violemment déçus. Et pour corroborer le fait que quand il y a une utilité claire, on a peut-être parfois quand même moins besoin de preuves de confiance, nous on voit que il y a à peu près 50% de nos conducteurs qui ne demandent pas finalement à voir le profil des passagers qui s'inscrivent dans leur voiture. Il y a la possibilité, on donne le choix. Et souvent au début, les conducteurs ont envie de valider parce que c'est une nouvelle activité, ils ont besoin de se créer cette confiance-là. Et puis au fur et à mesure des covoiturages, ça se passe bien, ils rencontrent plein de gens différents, très sympas, ils se disent « Ok, j'ai plus besoin finalement de passer du temps à choisir avec qui je vais voyager ». Et je clique le bouton acceptation automatique des passagers et ça leur suffit. Donc il y a aussi peut-être une évolution dans le parcours qui est possible. Et là, en l'occurrence, l'appréhension n'existe plus au fur et à mesure des trajets. Ils ont confiance et ils choisissent eux-mêmes de ne pas passer du temps et à valider les parcours, les profils des personnes qui voyageront avec eux. On a vu tout à l'heure que finalement, il y a très peu de leviers qui permettent de rassurer les utilisateurs. On a vu, c'est toujours les mêmes leviers qui reviennent, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui émerge. C'est les garanties de sécurité, les labels CNIL, etc. Aujourd'hui, il y a la GDPR qui va débarquer. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité ou plutôt une contrainte ? Est-ce que vous pensez que ça va amener un peu plus de prise de conscience autour de l'exploitation des données personnelles et est-ce que ça va vous apporter plus de rassurance pour les utilisateurs ? Alors, chez Price Minister, on voit ça positivement. Alors évidemment, c'est contraignant, probablement trop contraignant, mais ça a deux vertus. La première, c'est une harmonisation entre pays de l'UE, donc ça c'est fondamental. Aujourd'hui, il y a des distorsions importantes. Et le deuxième point, c'est que chez Price Minister, on a depuis 2008 un CIL, un correspondant informatique et liberté. On est déjà très très sensibilisé à ces sujets de données personnelles parce que, comme on a mis la confiance au centre de notre modèle économique, évidemment, ce qu'on fait des données de nos utilisateurs est un point essentiel. Et on avait l'impression certaines fois d'être un peu tout seul à se fixer ces contraintes-là. L'avantage aujourd'hui de RGPD, c'est que compte tenu des contraintes, compte tenu des sanctions fortes qui seront prononcées dans le cas de non-respect, on est certain que tout le monde va prendre la mesure de ces sujets-là et il va y avoir une responsabilisation de l'ensemble des plateformes. Ce qui est le plus contraignant pour nous, c'est la distorsion de concurrence qu'on a entre pays de l'Union européenne et entre sociétés. Au moins là, les règles seront les mêmes pour tout le monde, certes très contraignantes et probablement trop,
mais au moins on va pouvoir tous composer avec ces mêmes règles et se battre de la même façon. Donc nous, on est très favorable à ça, et ça ne va pas changer notre vie d'ailleurs chez Price Minister, puisque les principaux principes édictés par RGPD sont dans la lignée de ce que la loi informatique et liberté avait édicté depuis déjà bien longtemps. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'est une formidable opportunité pour nous, pour la SNCF, à condition, par contre, il ne faut pas se cacher derrière cette loi pour aller frapper sur ceux qui ne la respectent pas, mais plutôt profiter de cette loi qui va favoriser les acteurs européens pour se focaliser à nouveau sur l'expérience utilisateur. Et si on y arrive, et je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres pour comprendre ce que veulent nos clients, on sera capable, peut-être plus naturellement, de récupérer un capital confiance qui existe, mais qui existe aussi ailleurs. Et maintenant, le législateur sera le baromètre pour permettre à des acteurs considérés comme plus traditionnels, mais qui apportent quand même une vraie réponse aux besoins de mobilité. Je pense, pour nous sommes au cœur de la mobilité des gens. C'est l'accès à l'emploi, à l'éducation. C'est buzzer ou... Voilà, c'est la fête. Ça se confirme. Voilà. Finissons sur cette note d'optimisme. Donc le GDPR semble être le train marketing, même une note musicale, c'est fantastique. Enfin voilà, juste pour conclure, on a l'occasion de profiter de cette loi pour nous aider. Et sur un autre aspect quand même, dans les industries, on parle de plus en plus d'IoT industriel. Bon, là, c'est clair que vous voyez, on a parlé tout à l'heure de baromètre, de déploiement de l'IoT dans le monde domestique. Bon, si demain vous faites hacker votre ouverture de fenêtre, qu'elle s'ouvre quand il pleut, c'est pénible. Par contre, c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire d'avoir quand même un accompagnement du législateur sur l'IoT industriel, dont les impacts, vous pouvez imaginer, sur la voiture autonome, sur des acteurs du ferroviaire comme nous sommes, d'avoir un contrôle sur la sécurité qui soit sans faille pour assurer à nouveau ce rôle de confiance que nous avons auprès de nos usagers. Et je voulais rajouter un point par rapport à ça. Dans le domaine du développement d'IoT, des usages qu'on a devant nous, on voit qu'il y a des grandes poches de valeur sur tout ce qui est véhicule autonome, industrie 4.0, sur tout ce qui va être santé, circular economy, sur tout ce qui est smart building, smart city. Et effectivement, on va rentrer dans des champs de responsabilité qui vont être quand même de plus en plus lourds, parce qu'il va y avoir des enjeux de sécurité de personnes. Si on arrive à hacker un pacemaker ou à hacker une voiture, c'est quand même grave, etc. Et donc, on va quand même arriver maintenant sur des niveaux de sensibilité qu'on n'a pas connus par le passé et qu'on n'a pas observé encore dans le baromètre parce que ces services n'étaient pas encore là. Mais le jour où je vais rentrer dans une voiture qui va me conduire toute seule, là, je vais vraiment avoir envie d'être en confiance et que les données ne soient pas dans le brouillard, mais quelque part dans un endroit bien identifié et protégé et réglementé. Donc on est au début quand même d'une évolution, à mon avis, qui n'est pas encore complètement bien perçue parce qu'on n'a pas le recul, premier point. Et par ailleurs, je trouve que la RGPD, c'est vraiment plutôt une opportunité pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en France, comme on a la CNIL qui nous met sous tension depuis de très nombreuses années, finalement, on est plutôt bien acculturé à la RGPD, probablement mieux que la plupart des pays européens ou dans le monde en général. Et donc finalement, ce qui peut apparaître comme une contrainte, à l'échelle de la France par rapport à un positionnement européen, ça va plutôt nous avantager. Moi, je le vois au niveau de DocaPost, quand on a beaucoup d'acteurs qui nous disent « mais moi, je voudrais déployer telle solution sur tel pays ». Par exemple, dans la santé, je leur dis finalement, nous, on est sur le niveau qui est le plus contraignant dans le monde et on arrive à développer des services innovants, même pour des startups qui se déploient sur d'autres pays en Europe. Donc finalement, aller en Allemagne, aller vers d'autres pays, ça sera pour nous plus simple que l'inverse, que pour un pays type la Pologne qui va devoir faire tout ce cheminement pour se mettre à niveau par rapport à ce champ de contraintes. Donc finalement, une RGPD qui est finalement assez inspirée de ce qu'on a pu avoir dans la CNIL, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en tout cas, pour nous, La Poste et DocaPost, c'est plutôt bien parce qu'on est bien positionné aujourd'hui pour adresser ce sujet-là avec des solutions très concrètes pour éviter de devoir faire un choix entre des choses simples d'usage et des choses sécurisées, puisque ça fait des années qu'on y travaille et le cheminement est long. Mais par exemple, dans la banque, on a pu l'observer. Au début, pour pouvoir se connecter, il y a 5 ou 10 ans, sur votre site bancaire, il fallait être courageux quand même.
Et il fallait montrer de la persévérance. Moi, je me rappelle au tout début de Digipost, on avait des codes à 40 chiffres avec des caractères bizarroïdes. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des niveaux de confiance qui sont élevés et des niveaux d'usage qui sont extrêmement simples. Donc, globalement, c'est à nous de le saisir, mais on est probablement en France, pour les acteurs qui sont déjà assez pointus sur le traitement de cette équation usage et confiance, plutôt bien armés face à la RGPD et l'ouverture de concurrence qui risque plutôt de nous être favorable si on s'y prend bien au niveau européen. Donc pour conclure, une dernière question, c'est finalement s'il y avait un levier que vous pensiez aujourd'hui manquant dans le puzzle pour apporter de la confiance, quel serait-il? Est-ce que vous pensez que les prochaines initiatives, notamment en termes d'identité numérique, pourraient y contribuer également? Moi, je crois plus dans la confiance augmentée par l'humain. Ça, c'est une demande qu'on voit nous de plus en plus pour nos clients. Il y a des solutions d'infrastructure, effectivement, l'identité en fait partie. On le voit dans plein de secteurs. On parlait de la santé, de l'automobile pour des raisons de criticité. Être sûr de pouvoir identifier des responsabilités dans tous les champs que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il y a aussi une dimension qui émerge de plus en plus, c'est aussi la confiance augmentée par l'humain. On le voit, nous, dans le monde de la santé, pour adresser tous les gens qui sont dans les déserts médicaux ou dans les déserts numériques. Comment est-ce qu'on peut aussi les toucher avec les mêmes services qu'on a développés dans le numérique, mais avec un relais humain? On peut le trouver finalement dans tout ce qui est service de proximité au sens large. C'est bien de pouvoir être livré n'importe où, n'importe comment, mais finalement avoir un facteur qui sait à quel moment il faut passer, c'est quelque chose d'important aussi. Donc augmenter cette relation numérique, c'est quelque chose qui est intéressant aujourd'hui. Probablement qu'il y a un mouvement de balancier dans le numérique très très fort, le tout numérique pendant 10 à 20 ans, et peut-être qu'on doit aussi aller maintenant vers un modèle où on retrouve du numérique et de l'humain. Pardon. De notre côté, moi je crois vraiment, alors le RGPD c'est une vraie chance pour l'Europe, la e-privacy aussi. C'est pas un avantage pour les Européens, c'est juste un avantage pour ceux qui font de l'éthique sur Internet. C'est très très différent. Donc si vous n'êtes pas éthique et que vous prenez toutes les données, vous avez un problème avec le RGPD. Après le reste, si vous commencez à penser l'éthique et le client en premier, c'est très différent. Simplement pour une chose qui manque vraiment, mais je peux vous le garantir, le RGPD va arriver et tout le monde va dire être cohérent avec le RGPD. Tout le monde. C'est simple, hein, le début mai, tout le monde va dire suivre les obligations du RGPD, d'où qu'ils viennent. Parce que s'il ne le suit pas, il a droit à 4% de son chiffre d'affaires global ou mondial. Donc le premier jour, tout le monde va être et va appliquer le RGPD en tant que déclaration en tout cas. La réalité, elle est tout autre. Et donc, je dis simplement, et je le répète, ce qui serait très bien, c'est que tous les acteurs qui justement sont autour de cette table et des dizaines d'autres se regroupent pour pouvoir proposer des services complets qui sont interopérables, qui permettent de passer les données des uns aux autres, qui permettent de proposer tel service à la place de tel autre parce qu'il est aussi bon ou presque aussi bon, ou en tout cas très très largement suffisant pour la personne qui va utiliser le service, et que tous ensemble, nous proposions quelque chose qui soit réellement en rapport avec le RGPD, réellement en rapport avec les données d'e-privacy, réellement en rapport avec les notions européennes de protection de la vie privée des utilisateurs. Je peux vous dire que ça ferait des trous dans la raquette assez spectaculaires à ceux que vous appelez les GAFA. Et pour finir, faisons tous de l'intelligence artificielle. On lance aussi un produit, et d'ailleurs peut-être qu'on travaillera ensemble, dans lequel vous allez pouvoir parler à votre produit afin d'ouvrir votre store ou faire jouer de la musique. Mais la réalité de ces produits-là, qui sont pour l'instant que des balbutiements de démarrage d'intelligence artificielle, la réalité de ces produits-là ne fonctionneront qu'à partir du moment où vous avez la confiance que chez vous, c'est chez vous, que votre vie de famille reste votre vie de famille, que vos données personnelles restent les vôtres, et qu'on ne répondra pas à votre email via une intelligence artificielle qui va répondre à votre place, parce que moi je peux vous dire que devant le juge, ça sera dur à expliquer. Voilà. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est mettons-nous ensemble, réunissons tout ce qui marche et tous ceux qui respectent vraiment les choses. Je peux vous dire, ça changera beaucoup de choses. Merci. Un autre élément qu'on a moins discuté, et qui est peut-être plus marginal que celui que vous mentionnez, mais c'est simplement déjà de communiquer de façon beaucoup plus pédagogique et simple. Et aujourd'hui, le brouillard, comme vous dites, il est aussi entretenu par le fait que quand on reçoit un changement de
Terms and Services, on est noyé, on n'essaie même pas de comprendre, on clique vite OK pour que ça sorte de notre page et qu'on puisse justement aller utiliser l'appli sans comprendre qu'est-ce qui a changé et cela affecte souvent la gestion de nos données personnelles. Donc je pense, et c'est le sens de la directive européenne aussi, mais que déjà être beaucoup plus pédagogue et simple et en fait s'assurer qu'on communique avec le désir que ce soit compris par l'utilisateur final et qu'on l'aide au moins à être pleinement conscient des choix qu'il fait quand il accepte de partager ses données. Je pense que ça aide aussi. Je pense aussi que 2 recommandations assez claires, c'est éduquer nos collaborateurs à devenir c'est quoi une data company, donc faire prendre conscience comment on manipule cette data, à quoi elle sert, parce que pour beaucoup c'est encore fumeux. Donc passer du temps à éduquer nos collaborateurs et bien entendu éduquer nos chers enfants qui vont arriver demain sur le marché du travail à avoir une compréhension de l'usage de leurs données. Ça me semble essentiel pour éviter tout travers. Bien. Merci encore à tous les intervenants d'avoir partagé votre opinion, parfois même avec passion, mais c'était très bien. Merci encore. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions-réponses ou... Non, c'est bon. Bon, merci encore. Merci. À vous.